La quatrième année sera consacrée par les premiers cours aux marques, aux signes, aux graffitis, tout ce qu'on peut retrouver sur des monuments profanes ou des monuments religieux. Je vais vous montrer ce qu'on a vu en principe samedi. Alors ici, on a affaire à une signature, mais que nous n'avons pas rencontrée, pour la bonne raison que si on doit chercher toutes les signatures sur les pierres, eh bien, nous allons dans un village et on y passe la journée. Alors ici, en principe, ce serait Braine-le-Château. C'est une pierre qui a été signée par un maître carrier qui signe son chef-d'œuvre. C'est le même maître carrier qui a conçu, qui a offert la plupart des pierres pour les maisons de la reconstruction de la Grand Place. Donc c'est quand même quelqu'un d'important. Il s'appelait, je vous en ai parlé, Pierre Vaincre. En principe, il devait être de Feluy, où nous avons été. Et vous retrouvez le P de Pierre et le W de Vaincre. C'est assez rare, c'est le cas, je pense, presque unique. Je connais un D aussi que l'on rencontre à Bruxelles d'ailleurs. Je ne l'ai jamais identifié. Mais ici, nous avons affaire donc aux initiales du maître carrier, de l'artiste qui a soit offert les pierres, soit œuvré. C'est son équipe qui a œuvré sur place. Ne croyez pas que ces signes servaient à rétribuer le sculpteur qui travaillait. C'est de la vaste blague. Je pense qu'on retrouve ça dans la Grèce antique, ça se faisait. Ce sont des petits signes qu'on plaçait sur les pierres, un endroit qui ne se voit pratiquement pas. Et là, on était payé à la pierre. C'est le seul cas que j'ai rencontré. Donc, ici, c'est un artiste qui signe son chef-d'œuvre. Il faut savoir une chose, c'est qu'au Moyen-Âge, à partir du Moyen-Âge, eh bien, tous les artistes signent leur œuvre, que ce soit la pierre, que ce soit la peinture, le tableau, toutes les œuvres sont signées d'une certaine façon. Si on dit qu'elles ne sont pas signées, eh bien, c'est qu'on ne trouve pas la signature, mais elle s'y trouve. Soit représentée par un symbole, par exemple. Le nom, parfois c'est quand même assez rare, ce sera surtout au XVIIe siècle qu'on va camoufler les noms. Donc ici, il n'y a rien à dire sinon que c'est une œuvre qui a été signée par l'artiste. En voilà une autre. Alors ici, nous avons affaire à un maître maçon. Celle-là, nous l'avons vue pendant la journée. Nous avons affaire à un maître maçon qui présente sa mesure, c'est-à-dire le fil à plomb. Encore une fois, c'est une signature, c'est sa signature, c'est lui qui a œuvré dans l'église de Saint-Denis, en Brocqueroy, par exemple. Je vous ai dit que ce maître maçon s'appelait Cambier, et qu'il est mort d'une chute d'ailleurs sur l'abbaye. Il est en train de travailler sur le toit de l'infirmerie, il est tombé sur le crâne a été fracassé. Mais dans l'église, à l'extérieur de l'église, Feluy, nous rencontrons sa signature. Et celle-là, elle est tout de même assez caractéristique. Alors ici, celle-là vous vous en souvenez peut-être, elle se trouvait à Braine-le-Château, à le coin d'une maison. La maison, c'est une maison d'époque espagnole, c'est-à-dire 16e siècle, milieu du 16e siècle. Encore une fois, l'œuvre est signée. Maintenant, il faut comparer ces marques à des signatures. C'est-à-dire que ceux qui devaient signer depuis le haut Moyen-Âge déjà, avaient une marque, s'étaient créé une marque de cette façon-là. Vous avez déjà vu la signature de Charlemagne, par exemple. C'est une grande croix et ses initiales tout autour. Ses petits-fils également, Louis Débonnaire, signé de la même façon. Nodger avait une signature aussi qui était vraisemblablement la même, mais à chaque fois, autour de la croix, il y avait des lettres qui avaient énormément d'importance, surtout énormément de valeur. Alors ici, nous avons un maître d'œuvre, mais qui s'est choisi une signature. Donc, ça équivaut à nos signatures actuelles, où on gribouille sur une feuille de papier. Mais non, cette époque-là, c'était un dessin. C'était un dessin, nous sommes au XVIe siècle, un dessin qui est très symbolique. Alors ici, nous avons, on peut dire qu'on a 5 côtés.
c'est une sorte de pentagone, un peu déformé ici, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on a un pentagone qui fait penser à un maillet, hein, le maillet des corporations maçonniques par exemple, mais comme nous l'avons expliqué longuement, cette signature, eh bien, elle doit se créer d'une certaine façon. Elle ne choisit pas sa signature comme ça, au hasard, non. Cette signature ici, elle a été trouvée, elle a été conçue par le biais de la géomancie. Et je m'explique. Vous prenez, dans le cas ici, ça devait être 5, 6 pierres. Bon, vous prenez 5-6 pierres, un maximum de 8. Ces 5 pierres, vous les lancez sur le sol. Hein, et vous allez faire, autour de ces pierres, un dessin de rapport. C'est-à-dire que, en ce qui concerne la signature ici, vous avez exactement les endroits où se trouvaient les pierres en question. Il suffit de faire le contour, hein, de faire un trait, de les réunir, et vous avez une signature qui a été produite par la géomancie. Il y a beaucoup de choses à dire sur la géomancie aussi, hein, on est vraiment ici, car à l'origine, ce sont des signes magiques, quoiqu'ici, il s'agit d'un signe magique. Étant donné que nous avons une forme de pentagone, tout ce qui est pentagone, tout ce qui est 5, le nombre 5, eh bien, il s'agit d'une protection, d'une amulette. Et c'est pour ça qu'on va rencontrer ces signatures à l'intérieur des églises. Et là, nous en avons vu pas mal. Donc, un signe de protection, pensez à la main de Fatma, par exemple. C'est tout de même connu, parce qu'on en parle beaucoup, ce sont 5 doigts. Il y aura chaque fois donc un chiffre 5 qui va commander la protection. Donc ce tome en question, dont on pourrait retrouver le nom, mais ce n'est pas intéressant, il n'y a rien d'intéressant à cela, ce tome en question, eh bien, il a sa marque, et il va la déposer sur ses vêtements, par exemple, comme on fait maintenant avec son nom, hein, dans ses meubles, sur son secrétaire, à des endroits importants. Mais il s'agit d'une marque magique, puisque c'est le ciel qui a voulu que ces pierres tombaient au bon moment, au bon endroit. Il suffisait de les réunir. Voilà une pierre tombale, malheureusement on ne l'a pas vue, mais je me suis rappelé beaucoup de choses, je l'ai cherchée comme un fou, hein, celle-là, je n'ai pas pu vous la montrer, pour la bonne raison qu'elle se trouve à Arken et non pas à Feluy, mais elle se trouve bloquée sous un confessionnal. Donc on ne sait pas la voir. Et c'est une photo qui m'a été produite, il y a déjà pas mal de temps, qui m'a été donnée par Paul de Saint-Hilaire quand il a écrit son livre sur la Belgique mystérieuse. Il employait la photo dans son livre, je pense. En fait, de toute façon, j'ai hérité d'une copie. Nous avons, encore une fois, une tombe, mais qui est marquée, ce qui veut dire que la marque du tailleur de pierre, hein, se trouve au-dessus. C'est une sorte de fourche trident. On a déjà vu ça à une certaine occasion. Hein. Cette fourche trident, on a vu ça. C'est paternostère. C'est paternostère. Je n'ai pas pris la dia avec moi parce qu'on a déjà parlé du carré Sator. Il suffit de poser cette fourche sur le carré Sator, où il y a 25 lettres, et les lettres qui sont touchées par ce trident, ensemble, forment le mot paternostère. Cette tombe, il n'y a pas de nom, on ne se souvient bien. Cette tombe, eh bien, elle a servi à la famille paternostère, hein, à une certaine époque, qui deviendra Nopère, la même famille, ça c'est une rétraction, la famille Nopère. Hein, et on a vu, une suite à cela, on a vu un membre de la famille Nopère, rappelez-vous, à Feluy, qui avait un blason avec des éperons. Donc c'est encore un jeu de mots, c'est un rébut pour pouvoir signer son œuvre. Ici, nous avons la pierre tombale d'un maçon qui se trouve à l'église Saint-Denis, en Roqueroi. Et je vous ai dit très simplement, non, c'est pas celle-là, mais c'est bien aussi, je vous ai dit qu'au-dessus, on signe avec la représentation d'une truelle, d'un fil à plomb sur le côté. Je vous ai fait remarquer qu'il n'y a pas de croix sur cette tombe. C'est une tombe du 18e. Il n'est pas question de mettre une croix parce que ces gens connaissent les symboles. La croix, c'est la terre, c'est le carré,
Elle est curieuse cette tombe, hein. C'est une tombe carrée, donc inutile de mettre une croix. Dans les cimetières, on ne devrait pas mettre de croix, hein, sur les tombes, parce que ça n'a aucun sens. Le fait que vous soyez dans la terre, eh bien, symbolise déjà la croix. Alors vous avez les instruments sur le côté, et donc ça date du XVIIIe siècle. Je crois que j'en ai une autre, et celle-là nous l'avons vue aussi, elle est plus parlante. Non, je ne l'ai pas, ça fait rien. Ici, eh bien, c'est une entrée de cimetière. Nous ne l'avons pas vue, parce que le domaine de l'abbaye Saint-Denis est devenu ultra privé. Donc pour y rentrer, ça doit être très compliqué. Je crois même qu'il faut passer par le chai pour y rentrer, ce qui n'est pas tout à fait normal. Donc, nous avons ici la devise d'un abbé mitré de l'abbaye de Saint-Denis. L'abbé mitré a comme devise Pedet Entim. Comme c'est lui qui a conçu le cimetière de l'abbaye, eh bien, au-dessus de l'entrée du cimetière, on a placé, non pas son blason, il existe, mais ce n'est pas ça, on a placé un crâne et un fémur, et en dessous on a placé sa devise, qui veut dire en français, pas à pas, on y arrive. On ne peut pas mieux illustrer un cimetière. Hein. Oui, maintenant c'est un verger, de côté c'est tout différent. Voilà donc la devise, hein, d'un abbé mitré, qui va donner naissance à une entrée de cimetière. Alors, souvenez-vous ici, hein, c'est une tombe qui se trouve, celle-là se trouve à Feluy, je pense. Hein, c'est assez rare. Dans le Hainaut, on rencontre cela assez souvent, mais pratiquement jamais ailleurs. Eh bien, on a, dans le fond, toute la symbolique de la mort. Nous avons le crâne, hein, nous avons au-dessus le sablier, qui est témoin du temps qui passe, et au-dessus, le sablier est couronné par le mouvement d'une pendule ancienne. Donc, les pendules anciennes, eh bien, elles ont ce mouvement-là, et ça fait tic, tic, tac dans les deux sens, ça veut dire que le temps passe. Il y a encore quelque chose qui n'a pas été, je ne vais pas dire respecté, on n'y a pas pensé, c'est que les ailes doivent être différentes. On en a vu une d'ailleurs, hein, où il y a l'aile d'un ange et l'aile d'une chauve-souris de l'autre côté. Ce qui veut dire, c'est la moralité de tout ça, eh bien, c'est que la mort peut arriver le jour comme la nuit, chauve-souris la nuit, l'ange pour le jour, hein, et qu'il faut être en ordre avec tout ce qu'on a pour être sauvé. Voilà la moralité de tout ça. Mais, je vous répète, on les trouve, j'en ai vu qu'en Hainaut. De temps en temps, il y en a une, mais pas ailleurs. Alors, voilà le bâtiment qui a été détruit à Braine-le-Château. Vous savez que, je vous ai dit que malheureusement, on a détruit un bâtiment. Hein. Ce sont donc les graffitis, nous étudierons tout ça dans le moindre détail, où nous avons des bâtons de pèlerins. Je ne sais pas si vous les voyez. Quelque chose de curieuse, moi je les vois quand c'est lumineux, c'est marrant. Hein. Quand je suis sur place, je ne vois rien du tout. C'est curieux, hein. Ici, les bâtons de pèlerins. Vous les voyez? Voilà. Ces bâtons de pèlerins indiquent que vous êtes sur une route de pèlerinage. Ah, c'est pas Compostelle, hein, parce que c'est à l'heure actuelle, je l'ai dit, c'est très vite fait. On voit une coquille, on dit que c'est Compostelle. On voit des bâtons de pèlerins, on dit que c'est Compostelle. C'est plus simple, mais bien souvent on est à côté. Ici, c'est un pèlerinage qui est proche pour nous, mais qui était tout de même éloigné à l'époque. C'est le pèlerinage à Notre-Dame de Halle. Donc, le pèlerinage Notre-Dame de Halle passait devant cette maison de Braine-le-Château. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on a joué avec le ton des briques en représentant les bâtons de pèlerin. Et non, que l'autre, je pense. Alors ici, nous avons le même mur où nous avons la représentation d'une rose. Une rose à 4 pétales. 1, 2, 3 et 4. Une rose à 4 pétales. Normalement, il devait y avoir au-dessus une croix. On n'a pas photographié parce qu'on a pris surtout celui-là. Ce qui a fait dire à certains que ça aurait un rapport avec la rose-croix. C'est très possible. Je pars plutôt du principe que c'est une indication de pèlerinage encore, ça complète
avec un pèlerinage en direction de Rome, avec la rose, et avec la croix, ce serait Jérusalem. Ce qui ne veut pas dire que ce pèlerinage passait ici. Alors ici, nous avons ce qu'on appelle le sceau de Salomon. C'est une étoile à 6 branches. Le sceau de Salomon, qui est la signature d'un chef-d'œuvre. En principe, ce serait celui qui a œuvré à la construction de cette maison au XVIe siècle, qui a signé son œuvre. Ce qui veut dire qu'ici, quand vous voyez un sceau de Salomon, il faut faire très attention, c'est que c'est un chef-d'œuvre qui vaut la peine qu'on s'y attarde. Je ne sais rien vous dire de plus. Il m'arrive de rencontrer ça sur des retables, par exemple. Ça peut être une signature d'une école également, une école de peinture, une école de retable. C'est très possible aussi. Ça n'a rien à voir avec l'étoile de David, qui est à peu près la même chose. Mais ça n'a aucun rapport. À l'époque, on considérait l'étoile de David comme l'étoile, l'emblème d'un camp ennemi à Israël. C'est curieux, comme les choses changent en cours de route. Le roi David s'est battu contre une tribu, je ne sais plus très bien laquelle, qui avait comme symbole sur le étendard ce qu'on appelle maintenant la croix d'Israël, l'étoile d'Israël, l'étoile de David. C'est un symbole qui a été repris d'une tribu ennemie à Israël à l'époque. Je ne crois pas que ce sont les Philistins. Est-ce que je Goliath. Oui. Goliath, les Philistins. Je ne sais pas. Bon, je vous le laisse, mais ça m'étonnerait que ce soit. Attention, il y avait beaucoup de tribus. Je suis même sur le point de rencontrer une 13e tribu d'Israël. C'est très curieux, ça. Enfin, je vous en parlerai une autre fois. Donc voilà ce sceau de Salomon qui est présent à Braine-le-Château. C'est très rare sur une façade aussi. Je crois que c'est le seul exemple que je connais. Je crois que j'ai fait le tour. Oui. Je terminerai par vous dire que nous avons eu beaucoup de chance. On nous a montré la fameuse toise du Christ, qui se trouve à Braine-le-Château, qui mesure 1,94 m, ce qui veut dire que ce 1,94 m était la mesure de base, à l'époque où le mètre n'existait pas, la mesure de base pour toutes les constructions de Braine-le-Château. Bruxelles devait faire 1,88 m, 89, quelque chose dans ce style-là, plutôt 88, 1,88 m. Et au fur et à mesure qu'on descend vers le midi, cette mesure augmente. Donc, à Braine-le-Château, on prétendait connaître les mesures du Christ. Et ces mesures devaient servir pour la construction de tous les édifices, que ce soit religieux ou profanes. La question est, Braine-le-Château, pourquoi Braine-le-Château peut revendiquer donc d'avoir dans ses murs les mesures du Christ? Eh bien, ça reste une très grande question auquel, eh bien, malheureusement, on ne pourra jamais répondre.